Alors, on va faire comme ça. Je vais commencer par deux petites histoires très révélatrices. Je vais partir dans une analyse, d'abord très pessimiste, vous me connaissez, ensuite un peu moins, et à la fin je vais revenir vers les deux histoires, et avec une conclusion optimiste. Non, la conclusion elle va dépendre de chacun d'entre nous. Une conclusion, ce qu'on appelle s'approprier le message. Dans l'éducation informelle, ça s'appelle s'approprier le message. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai entendu? Vous savez, c'est pas académique. Académique, je l'ai pris de la bibliothèque, je l'ai gardé sur la bibliothèque, mais tout simplement avec un peu moins de poussière. Mais moi, ça ne m'a pas changé. Dans l'éducation informelle, à la fin, on demande toujours, comme le dit le Ramban, qu'est-ce que ça a changé en toi, ce que tu as appris? Eh bien, ça, c'est l'essentiel. On n'est pas venu ici pour se reposer, d'accord? On est venu ici pour se réalimenter, ressourcer, etc. On est d'accord, d'accord? Moi aussi, le premier à avoir fait ça. C'est pas... On n'est pas venu ici faire uniquement de l'académie, se servir de ces outils, oui. Bon, maintenant, fini pour l'intro, on commence avec deux histoires. C'est quoi votre sujet? Vous commencez, mon sujet, je ne sais pas, on va le voir. L'identité. Identité. Non, vous avez raison. La crise de l'identité, diagnostic et espoir. La crise, il faut le formuler en hébreu. Crise mashber. Mashber, mevasser. Mashber, mais qui annonce quelque chose. Fini pour le titre. On passe aux histoires. Vous connaissez l'exposition universelle, ce que c'est? Oui. Eh bien maintenant, elle se passe, peut-être que c'est terminé, mais maintenant, enfin, oui, jusqu'à il y a peu, ça dure une année, ça dure longtemps. À Dubaï, non? À Dubaï, exactement. Ouais. À Dubaï, maintenant, qu'est-ce que c'est? Chaque pays, là-bas, est représenté, il a un stand. Il a un stand où il essaie de présenter très brièvement sa carte de visite à l'humanité. Qu'est-ce qu'il a contribué, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a inventé, quelles sont ses valeurs qui le guident, etc., etc., etc. Et puis à la fin, eh bien, il doit présenter son sipour, son récit national. Son récit national, alors vous avez là-bas des pays, bon, c'est des pays qui présentent leurs inventions, leurs acquis, etc., et puis leur sipour, leur particularité. En quoi est-ce qu'ils sont particuliers? En quoi est-ce qu'ils sont différents des autres? Et puis, vous arrivez au stand d'Israël. Alors, vous trouvez là-bas, naturellement, en premier rang, Startup Nation, etc. Tant et tant de sociétés sont cotées au Nasdaq, tant et tant de startups, Waze, Schmaze, etc. et compagnie. Et puis on arrive à l'histoire la plus intéressante. Je vous ai averti, ça va être dur. Vous savez, quel est notre récit national, présenté par notre ministère des Affaires étrangères actuel? Quel est notre récit national? Eh bien, la personne qui est là pour présenter notre récit national, c'est une femme israélienne qui s'appelle Lucy Ayoub. Qui c'est Lucy Ayoub? C'est une arabe. Ayoub. Ayoub. Lucy Ayoub. A-Y-O-U-B. C'est une rebeu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est? Maintenant, c'est une vedette ou une personnalité assez connue pour ceux qui ont la télévision, qui a fait des films, qui était la présentatrice d'Israël, présentée à l'Eurovision, etc., etc. Une femme assez connue. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a été choisie? Pourquoi est-ce qu'on présente son histoire? Son histoire, elle a une mère qui est juive rescapée de la Shoah, qui s'est convertie au christianisme en Israël pour épouser un arabe chrétien de Haïfa. Quelle est en deux mots, quelle est notre histoire nationale? C'est une histoire de victimitude et d'assimilation. Une histoire de rescapé et de Shoah. Première histoire, ça va, j'étais assez négatif?
Vous avez la force de continuer? Non. Deuxième, on ne s'arrête pas là. Non, maintenant, non. Mais préparez parce que après je vais vous poser des questions à ça. Maintenant, deuxième histoire. Elle est plus proche, ou je ne sais pas, au niveau temps. Visite de Joe Biden en Israël. On parle beaucoup à droite, à gauche. Quelle est l'histoire qui est peut-être qui est la plus restée dans la mémoire de sa visite? La poignée de main avec Bibi. La poignée de main qui n'a pas eu lieu. C'est avec Bibi. C'est la chanteuse Yuval Dayan qui, après avoir essayé d'avertir pendant 2 semaines les officiels du cérémonial qu'elle n'avait pas l'intention de lui serrer la main, visiblement le message n'a pas passé, ou bien s'il a passé, Joe Biden visiblement l'a oublié 1 minute après l'avoir reçu. Mais peu importe, elle lui sert pas la main. Maintenant, chose intéressante, c'est le plus grand souvenir de ce qu'elle dit. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, mais quelques jours après, vous avez un message de l'ambassadeur des États-Unis à Yuval Dayan, qui lui dit la chose suivante: au nom du président des États-Unis et de la nation américaine, je tiens à remercier la chanteuse Yuval Dayan pour être restée fidèle à sa foi. À savoir avec eux ou avec X? Avec X ou avec À sa émouna, Ah bon. pour être resté fidèle à sa foi. Maintenant, je vous pose la question, laquelle des 2 histoires est plus représentative d'Israël d'aujourd'hui? La première. Ah ben, qui est, levez la main, qui est pour la première? Représentative aujourd'hui. Représentative d'Israël aujourd'hui. Qui est pour la deuxième? Qui est, Mais vous anticipez. non, attendez, non, je pose la question. Quelle est l'histoire? Quelle est pour vous pour la deuxième, pour Yuval Dayan? Qui dit que c'est la plus représentative? Ouais, ceux qui ont dit la première, vous avez un léger avantage. Je n'ai pas calculé, mais au niveau de l'impression, vous avez un léger avantage. Maintenant, continuons. Allons plus loin. On va revenir à cette histoire. Maintenant, je veux aller un peu de l'avant pour laisser aussi la place pour les questions. Je reviens vers la partie pessimiste. Vous êtes avec moi? On n'a pas le choix. Non, si vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. Elias Alech. Non, plutôt. C'est trop intéressant. Non. Alors là, je vais moi aussi répondre à la question que j'ai posée. Quelle est l'histoire la plus représentative? Si on ouvre les journaux, si on se fie à notre impression de l'ambiance et du zeitgeist, de l'esprit de l'époque qui règne aujourd'hui, eh bien on a l'impression, c'est clair. C'est clair, c'est la première histoire. Nous faisons face ces dernières années à une déferlante progressiste qui balaye tous les ancrages, tous les repères, toutes les structures traditionnelles, modernes dans le bon sens du terme, qu'elle trouve sur son passage. C'est une époque post-nationale, post-étatique, post-familiale. Au nom de quoi? Au nom de catégories abstraites qu'on peut remplir de ce qu'on veut, qu'on appelle justice sociale, qu'on appelle droit des minorités, qu'on appelle discours identitaire, mais pas dans le sens où on l'entend,
où on parle au nom des races opprimées, de la race opprimée. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Maintenant, ça c'est les idéaux. Comment est-ce qu'on les fait avancer? On les fait avancer par la lutte. La lutte, par la lutte. Et là, c'est le paradigme marxiste ou néo-marxiste qui s'impose. La réalité est le résultat d'une lutte. Lutte des classes, lutte des races, lutte des sexes, lutte des nations, lutte. Donc, si on veut faire avancer notre agenda, comme on le dit aujourd'hui, eh bien, il faut s'armer, il faut être prêt à la lutte. Lutte des religions aussi. Lutte des religions, exactement, etc., etc. Bon. Maintenant, le principal ennemi, c'est qui? Nous-mêmes. Pourquoi? Non. Pourquoi? Qui en nous? Non, vous n'êtes pas forcément l'ennemi. Notre identité. Si vous êtes, si vous venez en tant que femme, vous n'êtes pas un ennemi. Si vous venez en tant que Juive israélienne. en tant que secteur avec ses intérêts sectoriels, vous n'êtes pas forcément un ennemi. Vous pouvez avoir, dans le cadre de la théorie intersectionnaliste, des intérêts qui sont communs avec le secteur musulman, avec le secteur des minorités de telle ou telle minorité, face à l'ennemi commun qui peut être l'État, qui peut être la religion, qui vous discrimine en tant que femme, ou l'État qui vous discrimine en tant que personne adoptant certaines idéologies, etc., etc. Vous pouvez trouvé des lieux communs et des causes communes avec d'autres secteurs dont vous ne faites pas partie, et alors là, vous faites une alliance et vous sortez ensuite renverser tel ou tel gouvernement au nom de ces causes. Vous venez ensemble faire appel à la haute cour de justice. Ça dépend en tant que qui vous êtes ennemis. Ça dépend en tant que qui, parce que si vous venez en tant que secteur, pas de problème. En tant que qui est-ce que vous êtes ennemis? Vous êtes ennemis si vous venez en tant que collectif, national, véhicule d'identité ancré dans le passé, dans l'avenir, dans un patrimoine qui a un poids, qui a une valeur, qui a un sens, et qui, lui aussi, poursuit, a un agenda, a un but pour l'État d'Israël et a une vision de ce où doit arriver Israël, de ce où doit arriver l'humanité, de ce où doit arriver chacun de nous. En tant que véhicule de cette identité qui n'est pas atomisée, mais qui a un klal, et qui divise l'humanité en ensembles nationaux, qui voit une vocation, un sens à notre histoire, un passé et un avenir, qui a des définitions très claires de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, des définitions très claires de ce qu'est une femme, est-ce qu'est un homme, est-ce qu'est une famille, est-ce qu'est un enfant, qui voit une différence très claire entre un être humain et un animal, une différence très claire entre un animal et un végétal, et même, j'ose le dire, une différence très claire entre un être humain et un végétal, qui voit une différence très claire entre ce que c'est la vie et ce que c'est la mort,
et qui a une position très claire entre ce que vis-à-vis de, par exemple, l'euthanasie. Eh bien là, effectivement, c'est contre cela qu'on déclare la lutte. Et par la suite, je vais vous donner des citations. Je vais vous donner des citations, ça va être aussi très, très intéressant. Pourquoi? Pardon? Qui déclare la lutte? J'ai besoin? Non, pas besoin. Pas besoin. Non, pour le prochain. Pour Richard. Richard va venir avec moi. L'Arzorma, ça fait partie. Tout ce qu'il a dit, ça fait partie. Qu'est-ce que prétend la vision postmoderne? Je reprends. Qu'est-ce que prétend la vision postmoderne et post-postmoderne? Tous les lieux communs auxquels on s'est habitué, que le monde est fait de nations, que les nations sont faites de familles, que les familles sont faites d'hommes et de femmes, de parents et d'enfants, que le monde comprend des espèces qui sont différentes, qu'il y a une différence entre les hommes et les animaux, entre les animaux et les végétaux, entre le végétal et le minéral, qu'il y a une hiérarchie des espèces, que ce monde a une structure. Eh bien, le postmodernisme vient nous dire une chose: tout cela, c'est une fausse conscience enracinée et qui reflète des rapports de force et qu'il faut démanteler. Et là vient le postmodernisme qui vient démanteler tout cela, qui nous dit il n'y a pas de femmes et d'hommes, il n'y a pas de nation, il y a un univers, il y a une science qui est universelle, il y a des arts qui sont universels, et ce qui est universel, je cite Platon, c'est la vérité. Et je cite Paul de Tarse, christianisme et compagnie, la même chose. Ce qui est particulier fait partie de l'erreur. On vient proposer, le postmodernisme, il efface. La déferlante postmoderne efface tout. Mais contrairement à ce qu'on nous dit, c'est seulement le premier pas. C'est seulement le premier pas. Effacer, faire table rase, c'est seulement le premier pas. Parce que là, on est tous en train, excuse de le dire, aussi nos yeshivot et nos etc., et nos chambranim, on est tous en train, contre le postmodernisme. Vous faites la guerre d'avant-hier. Vous faites la guerre d'avant-hier. Pourquoi? Parce que le monde progressiste vient proposer une alternative qui ne peut pas s'imposer tant qu'on n'a pas fait table rase de passé. Mais l'alternative, elle est là. L'alternative, elle est là. Et les seuls qui sont capables de comprendre cette alternative, c'est ceux qui ont étudié la Torah. Pourquoi? Parce que rien n'a changé. Les seuls qui sont capables de comprendre quelle est l'alternative sont ceux qui ont étudié la Torah. Sont ceux, pourquoi? Parce qu'ils ont des références. Parce qu'ils ont des références, parce qu'à ce niveau, rien n'a changé. Parce que la tour de Babel, elle est là, dans sa nouvelle version. Parce que le déluge, il est là dans sa nouvelle version.
et que c'est ces épreuves qui, dans la fin des temps, nous rencontrent à nouveau, et ces défis que nous avons maintenant les moyens de relever. Attendez, là je passe au niveau, déjà à l'optimisme. Non, on revient, on reste à la description. Comment ça s'appelle? Diagnostic. On reste au niveau diagnostic. Choyez. J'avertis qu'il ne fallait pas mettre le masgad, que ça allait être chaud. Non, véritablement pas à cause de moi, parce que Sodome et Gomorrhe. maintenant, donc, et pourquoi? Parce que le peuple porteur de l'identité humaine en tant que telle, véhicule de l'identité humaine en devenir, c'est le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est le peuple identité par excellence. C'est le peuple d'alliance par excellence. C'est le peuple qui a amené au monde Zachar u nekeva bara otam. ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. Qu'il a divisé le monde en nations et qu'il s'en ait choisi une qui doit devenir le centre du monde et à laquelle monteront toutes les autres nations. Et ça, il ne faut pas le laisser de côté. Maintenant, l'idéologie... L'idéologie postmoderne, elle a ses agents, conscients et inconscients en Israël. Et quand on est en train de calculer, est-ce qu'on va arriver à 60, 61, 62, non c'est 59, c'est ch'touillot. Quand on est en train de calculer ça, il faut tout d'abord comprendre dans quel échiquier on se trouve. Sur quel échiquier on se trouve. Qui sont les pièces en place? Quels sont les joueurs en place? Comprendre quel est l'enjeu. Ne pas s'atteler à des bêtises, mais comprendre quel est le rôle et quel est notre jeu et quel est le rôle de l'identité dans tout cela. Bien, je vais juste donner quelques exemples. On parle ces derniers temps beaucoup de révolution. Il y a la révolution constitutionnelle, il y a la révolution homo-lesbienne, il y a toutes sortes de révolutions. Révolution féministe, révolution, on entend un peu moins parler, mais ça va bientôt arriver. La révolution qu'on pourrait appeler malthusienne, de rétrécissement de population et de la natalité, etc., etc. Ça, c'est une déferlante qui déferle sur l'Occident. Ce n'est pas encore arrivé en Israël, mais ça va venir. Ça va venir, ça se presse déjà au portée. C'est beaucoup plus dangereux que la menace iranienne. Pardon? Ne pas mettre d'enfants. Lorsque vous avez des livres, des livres dans le monde scientifique qui parlent qu'il faut écouter, il faut ramener le monde à une certaine sobriété. Nous ne pouvons plus être 10 milliards sur Terre, nous devons être 3 milliards. C'est-à-dire, vous avez là quelqu'un qui dit qu'il faut faire un génocide, qu'il faut liquider 7 milliards de personnes, et puis vu qu'il s'exprime au niveau, en termes académiques, eh bien ça passe, tout va bien. Tout va bien. Peut-être tu veux être le premier. Non, je veux donner exemple. La Chine. Non, peu importe, la Chine aussi, mais je parle maintenant à ça, toutes ces idées, elles viennent du monde occidental. Pour l'instant, on peut laisser de côté la Chine, elles viennent du monde de Esav. Ils viennent du monde de Esav et c'est pas pour rien. Maintenant, bien qu'il y ait aussi des très bonnes choses à proposer, je ne suis pas là dans une logique manichéenne, etc. Mais maintenant, je reviens, il y a en Israël, révolution constitutionnelle. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, avec un groupe d'étudiants à l'université de Bar-Ilan, on est allé voir le Rav Vishlitsky. C'est des gens qui voulaient connaître, etc. On est allé voir le Rav Vishlitsky, on a dit, qu'est-ce que tu penses du Bagatz? Alors, je me rappelle, jusqu'à aujourd'hui, il a commencé par une phrase très simple. J'ai juste un problème avec eux. Ils sont pas sionistes.
Ils sont passionnistes. Le Bagat parle en termes nationaux, étatiques, religieux. Il parle pas, et aujourd'hui, encore plus. La relève qui se prépare, croyez-moi, Aaron Barak, à côté d'elle, c'est Katan. Mais pardon, Stéphane, c'est quoi le Bagat? la Haute Cour de justice. Ah. La Haute Cour de justice israélienne. Maintenant, il y a... je vais donner juste un exemple. Juste un exemple. Enfin, bon, j'ai quelques livres ici, il faut lire ces livres. Admettons que vous avez conclu un accord, vous achetez un appartement. Vous achetez un appartement. Et puis là-bas, vous définissez de toutes les conditions de l'achat. Ça coûte tant, il y a tant de chambres, vous libérez l'appartement à telle date, ok. Vous serrez la main, vous signez, vous faites passer l'argent, tout va bien. Maintenant, après, je ne sais pas, après un mois, il y a un litige. Un litige quelconque. Vous arrivez devant le tribunal, et puis le tribunal dit, ben voilà, il y a le contrat, il y a le litige, et le tribunal lui dit, non, je n'ai pas besoin de contrat. Non, comme ça, je n'ai pas besoin de contrat. Comme ça, vous n'avez pas besoin de... Non, le litige, il est sur fond de contrat. L'Omanien. Pourquoi l'Omanien? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la parshanut tachlitit, l'interprétation téléologique. Le juge n'est pas tenu d'être lié, n'est pas lié par ce qui est inscrit dans votre contrat. Pourquoi? Parce que celui qui a fixé cet axiome, ce principe, Aaron Barak, il y a déjà quelques années, eh bien il dit, nous ne sommes pas tenus, le juge n'est pas tenu par ce qui est écrit dans votre contrat. Ça ne s'arrête pas là. Le juge n'est pas tenu par ce qui est écrit dans les ordonnances des ministères. Le juge n'est pas tenu par ce qui est écrit dans la loi. Mais et alors par quoi est-ce qu'il est tenu? Il est tenu par les principes d'égalité tels qu'ils sont et de liberté tels qu'ils sont perçus par le public éclairé, le Tzibour Anaor. C'est-à-dire, j'ai juste donné un exemple, vous comprenez, je suis délibérément pas allé chercher dans des exemples qui vous auraient offusqué, ils permettent telle famille, ils permettent tel mariage. Non. J'ai donné un exemple des plus, des plus anodins, mais pour vous dire une chose, que aux yeux de la Haute Cour de justice, vos valeurs n'ont aucune importance. Même ce que vous avez conclu entre vous n'a aucune importance. Le peuple n'a aucune importance et son patrimoine n'a aucune importance. La seule chose qui a une importance, c'est le public éclairé et sa vision. Qui est-ce que c'est? Quelle est la vision du public éclairé? La Haute Cour de justice. Et se voit représentante de quoi? De la nébuleuse internationale. Il y a un livre que Gadi Taub a écrit qui s'appelle Anayadim ve Anayachim. Les mobiles et les statiques. Un autre l'a appelé ceux qui ont des racines et ceux qui n'en ont pas. En anglais, il y a un livre qui est apparu qui s'appelle les somewheres et les anywheres. Les quelque part, c'est-à-dire ceux qui ont un lieu, et les partout. Et les partout, c'est-à-dire et donc les partout, pour eux,
Est-ce que c'est le gouvernement qui doit gouverner? Le peuple? Non. Alors qui? Des principes universels, les conventions internationales et leurs agents dans chaque pays. Les Bagatzim, les OGN, ONG, les organisations non gouvernementales. C'est ça. Ok, maintenant. Maintenant, d'un autre côté. Ken. Et comment s'en sortir? Oui, pardon? Comment s'en sortir? Ah, ça c'est la deuxième partie. Donc là, tout ce que je dis, en apparence, qu'est-ce qui est, je reviens à la première question, qu'est-ce qui est plus représentatif d'Israël? Lucie Ayoub ou Yuval Dayan? Lucie Ayoub. C'est la représentation, c'est le multiculti, c'est le métissage, c'est le pluralisme, c'est un mélange complet, il n'y a aucune différence, tout est là, on est international, on mélange tout, culture, nation, religion, valeur, accord. D'accord? Maintenant, on vient. Maintenant, bon, je vous cite d'un livre qui est Bevakasha, slicha, j'ai oublié. Les Refouat, bon maintenant c'est les Refouat, Shlema, Shel, Dov Ben Chaim Tzvi Alevi. Amen. D'ailleurs, Netanyahou a eu beaucoup de problèmes. Pardon? Netanyahou a eu beaucoup de problèmes avec le Bagat. Qui n'en a pas eu? Laissez-moi rester au niveau idéologique, après on va en venir. Le problème, c'est que le Bagatz n'a eu aucun problème avec Netanyahou. Ah bon? Bien sûr. Et c'est ça qu'il aurait dû faire. Il a eu beaucoup de problèmes avec lui. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait aucun problème. Maintenant, mais ne m'entraînez pas. Maintenant, il a fait un sondage. Un livre qui s'appelle Yahadut israélite, judaïsme israélien, où Rosner et Fuchs, Rosner un journaliste et un chercheur, Fuchs un spécialiste des sondages, Camille Fuchs, dit la chose suivante. Comme résultat de tous ces sondages, je cite: en Israël, il y a des juifs et ils continuent à vouloir rester juifs. Attendez, il n'y a que 5 sur 100 de tous les juifs en Israël qui disent qu'il n'y a aucune importance, ils ne prêtent aucune importance au fait qu'ils sont juifs. Maintenant, attendez, ça c'est un petit truc. 5%, ok? 5% c'est rien. Attendez, pourquoi ne me laissez pas continuer? Il y a en Israël des juifs. Et ils peuvent être juifs à leur façon, mais ils sentent que leur judaïsme est très pertinent au monde moderne. 9 juifs sur 10 en Israël se sentent très juifs. Il y a en Israël des juifs qui ne s'assimilent pas. 9 sur 10 des juifs en Israël sont sûrs que leurs enfants seront juifs et sont sûrs que leurs petits-enfants aussi seront juifs. Bon, pour les dire, ça va pas loin, mais la manière dont on voit, dont on perçoit très souvent le danger avec des cornes de diable, etc., c'est Yoter Tov. Je vais donner encore quelques exemples. Ils ont présenté deux axes comme ça pour essayer de faire leur diagramme. Un axe tradition et un axe nation ou nationalisme. Et puis vous devez, d'ailleurs chacun peut remplir, moi aussi j'ai fait ce sondage, il est sur le site, c'est très intéressant, vous répondez à plein de questions et vous vous retrouvez dans un des 4 carrés. Est-ce que vous êtes
très nationaliste et très religieux, ou antinationaliste et religieux, ou anti-religieux et antinationaliste, ou etc., etc. Et puis, vous vous retrouvez selon des questions, on vous pose des questions sur l'armée, sur la tradition, vous allumez des bougies, vous êtes ci, vous êtes ça, etc., etc. Eh bien, l'écrasante majorité des Juifs en Israël, où est-ce qu'ils se mettent? Dans quel carré? Nationaliste, nationaliste, mais très peu anti-traditionnaliste, nationaliste, traditionnaliste, traditionnaliste, antinationaliste, ou antinationaliste et anti-traditionnaliste. Lucie Ayoub, où est-ce qu'elle serait? Dans le antinationaliste et antitraditionnaliste. Eh bien voilà, ça, ce qu'ils appellent ici les universels, je ne suis pas d'accord avec ces définitions, les cosmopolites désincarnés, 13%. 13% de ces personnes qui se définissent en Israël, leur identité, c'est une identité très peu juive au niveau national et très peu juive au niveau traditionnel. C'est-à-dire, eux, ils sont... on appartient au monde. Nous sommes des citoyens du monde. 13%. 13%. Mais ils sont aux commandes. 13%. Maintenant, combien se disent? C'est des petits-enfants de... Combien se disent? Combien se disent appartenir à la fenêtre nationaliste religieuse, c'est-à-dire beaucoup plus traditionnaliste et beaucoup plus identifié aux valeurs nationales. Combien de pourcents? 13%. Combien? 55%. 55%. C'est-à-dire 55% qui comprennent les religieux, les chilonim, les traditionnalistes, etc., etc., qui disent, il y a des chiffres ici, et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur livre, Shmuel Rosn, Camille Fuchs, Yahadut israélite. Judaïsme israélien, pourquoi? Eh bien, à cause de cela. Il y a ici énormément de chiffres au niveau je sais pas, du respect du Shabbat, de l'allumage des bougies, de la foi en Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Et c'est des chiffres qui sont très surprenants. C'est-à-dire qu'on résiste. Non, c'est pas qu'on résiste. Si vous posez 6, vous étiez maintenant, et ça il faut le savoir, si vous étiez maintenant dans un institut financé par la République fédérale d'Allemagne, et c'est un institut en Israël, je ne vais pas donner des noms parce que c'est bien qu'on les connaisse très bien, et avec leur corps professoral et leurs étudiants, eh bien, et vous étiez en train de mesurer le pouls, eh bien, eux, ils pensent qu'ils sont en train de perdre la guerre. Ils pensent qu'ils sont en train... Pourquoi? Parce que les masses, elles ne sont pas avec eux. Malgré tout leur effort de lavage de cerveau et toute leur hégémonie sur au niveau judiciaire, au niveau de la procurature, au niveau de beaucoup des institutions, au niveau par-ci, par-là, etc., télévision et ailleurs, malgré tout cela, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, il y a plus qu'une résistance. Mais à cela, on va y revenir. Donc là, il faut le savoir. Il faut pas, pourquoi je le dis? Parce qu'il faut pas dire, oh, on est en perte de vitesse, oh, tout va mal, oh, tout va en débandade, etc. Non, mamash, lo. Mais il faut être conscient, et ça, on va y revenir. Maintenant, il y a aussi un autre aspect. Je ne vais pas parler de tous les aspects parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a aussi une révolution culturelle dans le monde qui influence plus que tout autre sur l'esprit. Et c'est le monde qui porte le plus à conséquence, qui a le plus d'influence sur
l'atmosphère générale, c'est le monde de la chanson. La chanson, la chanson. Je ne vais pas donner un exemple pour que vous ne quittez pas les lieux. Le monde de la chanson, il y a une révolution culturelle dans le monde de la chanson en Israël. Une tchouva. C'est pas seulement Ishaï Rivo et Hanan Ben-Ari et Yuval Dayan, etc. C'est pas seulement. C'est collectif. Il y a, et c'est plus sectoriel. Jusqu'à il y a 10 ans, c'était sectoriel. Vous vouliez chanter, vous vouliez une chanson juive, vous allez... C'était quelque chose de très petit, que vous invitiez pour la bat mitzvah, pour le mariage, mais c'était quelque chose dont vous aviez même un peu honte vis-à-vis de la grande société. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vous comprenez? Maintenant, c'est très important. Maintenant, il faut savoir que quand on ouvre le livre de Ezra ben Nehemia, eh bien, on nous dit là-bas le compte de toutes les personnes qui sont revenues, tel ou tel, avec leur nom, avec leur famille, avec les Lévi'im et compagnie. Et puis on dit, Matay Meshorerim. 200 poètes. Là, t'as l'homme vin. 200 poètes, 200 chanteurs. Maïrpat. Zaïka. Parce que c'est cela qui définit. Quand le Rav Kook termine son livre Orot HaTshuva, le dernier séif, paragraphe, il parle de la Tshuvata Sofrim. Pas Tshuvata Politikaim, pas Tshuvata Pkidim, Tshuvata Sofrim, des écrivains, du Tshuva des écrivains. Lama, parce que quand je mets mes téfilines, ce n'est pas ma culture. Ça peut très bien rester au niveau culte. Quand j'ouvre un livre, là c'est ma culture. Quand j'entends une chanson, là c'est ma culture. Et chacun de nous, on ne vit pas au niveau du culte. On vit avant tout au niveau de la culture. C'est elle qui nous insuffle des valeurs. C'est elle qui nous insuffle qui nous remplit d'identité, qui nous donne notre langage, qui nous donne des étalons. C'est elle qui nous donne des héros à qui je veux me ressembler et à qui je ne veux pas me ressembler. Ou des héros, ça dépend quelle culture. Comprenez? C'est ça. Maintenant, le cœur de ce séminaire, c'est pas parler de culte, c'est parler de culture. Parce que mon identité, elle se développe dans la culture. Je peux très bien décider de laisser mon Shabbat et mes tefilines et ma kashrut au niveau de culte. Et puis dire, bon, il y a culte, et puis il y a la culture où je m'éclate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun rapport. Et c'est le problème de beaucoup de religieux. Et pas seulement. Et en cela, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux, mais au niveau identitaire, ils sont beaucoup plus Torah, parce qu'ils cherchent là-bas, ils cherchent là-bas. Il y a tout un mouvement monstre de gens qui sont à la recherche. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, dans le monde progressif. Ils ont compris où ça amène, et ils recherchent leurs valeurs dans leur patrimoine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent maintenant immédiatement adopter et mettre les tefilin Rashi Rabbeinu Tam. Non! Mais qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un sens, ils recherchent une appartenance, ils recherchent des racines et ils recherchent un vecteur où aller. Où? Dans notre patrimoine. Il y a de l'autre côté des personnes religieuses qui disent « Yashli mitzvot, pas besoin de culture ». Non. Si nos mitzvot ne rallient pas à notre culture, à notre sens, ne nous donnent pas sens à notre vie, bishvilma. Bishvilma, je ne parle pas en tant que rabbin, etc., bien que des rabbins doivent parler comme ça. Bishvilma. C'est une vision chrétienne.
une vision qui dit, qui fait des mitzvot un monde à part, et la culture un monde à part, Baruch haba, bienvenue à l'église. Bienvenue à l'église. Venez à la messe le dimanche, de toute façon vous êtes perdus, vous venez payer votre argent pour l'indulgence. C'est ça. La Torah, chacun l'a étudiée. La Torah, chacun doit la pratiquer. La Torah, chacun doit y trouver un sens à la vie. Si tu ne trouves pas, yalla. Ça s'appelle l'assimilation. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Je reviens aux questions. Quel est maintenant, après tout cela, après qu'on a vu les deux pans, quelle est Yuval. l'histoire la plus représentative? Quelle est l'histoire la plus représentative? Yuval. Ça dépend de nous. La deuxième, vous dites. Bien Eh bien, sûr. maintenant, il faut savoir que ça dépend de nous. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on nous a raconté des bobards. À l'université, on m'a raconté des bobards. Quels bobards on nous a raconté? Eh bien, il y a deux vecteurs. Vous avez le choix, soit entre être particulariste ou être universaliste. Vous pouvez soit appartenir au monde, soit à votre... Faut savoir. Et puis, on était pris au piège. Non, je suis particulariste. J'ai mes racines, j'ai ma religion, j'ai mon état, j'ai ma Torah. Non, c'est pas ça. C'est soit être particulariste et universaliste, soit être provincial. Soit être provincial. Parce que qu'est-ce que c'est un universalisme sans racines? C'est être provincial. Qu'est-ce que tu as à donner de toi? J'ai rien, j'ai honte, filine, sabbat. Cacheroute, non, donnez-moi du jambon s'il vous plaît. Je vais avec du vin Beaujolais. Non, j'appartiens à On te regarde, tu n'as rien à apporter de particulier à toi. J'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire que véritablement, là, le binôme, c'est pas particularisme, universalisme, c'est provincialisme ou identité. Une identité qui est à la fois particulariste et universelle. Parce que si vous voulez être universel, vous devez apporter quelque chose à l'humanité. Quelle est votre contribution? Vous venez en tant que qui appartenir à l'humanité? En tant que brique. Brique, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin j'en ai assez. Quel son tu viens apporter? Quelle couleur tu viens apporter? Quel instrument tu viens apporter? À vrai dire, on n'apporte pas d'instrument. On est le chef d'orchestre. On est le chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, c'est le rôle principal. Ou bien, comme l'a dit le Rav Eliyahu Ben Amozek, le monde, il est fait de perles. Chaque nation, c'est une perle. Et alors, le peuple juif, c'est quoi? C'est une perle? Non, c'est pas une perle, c'est le fil. C'est le fil. Sans le fil, il y a les perles, elles sont... Vous savez, quand vos enfants ils jouent avec les fils, qu'est-ce qui vous énerve le plus? Qui casse. C'est quand tout d'un coup ça casse et puis vous tombez, vous glissez, vous avez c'est ça, mais il y a une fonction maintenant. Si tu viens en tant que tabula rasa, tu es provincial. Tu es une province. Qu'est-ce que c'est la province? Regarde, qu'est-ce qu'on fait à la capitale? Chez nous aussi. Nous, qu'est-ce que vous avez à faire? Rien. Au maximum, c'est une réplique. Comprenez? Ça, c'est un premier binôme qu'il faut revoir.
pas particulariste, universaliste, et ça on nous le dit partout, 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 pas seulement en université, partout. Et au contraire, soit provincial, soit identitaire. Identitaire qui inclut les racines et le rayonnement. Le particulier et l'universel. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un autre binôme qu'on nous dit toujours. Vous voulez un État démocratique ou juif? Oui. Juif ou démocratique? Eh bien, aujourd'hui, on voit que ceux qu'on nous présente, ceux que nous disent les progressistes, vu qu'ils ont perdu tout espoir dans leur capacité à éduquer le peuple, eh bien, on se passe de lui. Non, on régit l'État au nom du public éclairé. Pas besoin du public. Si le public il n'est pas éclairé, qu'il reste. On ne lui demande pas son opinion. Donc, c'est anti-juif et antidémocratique. Antidémocratique, donc aujourd'hui, on voit, c'est pas juif contre démocratique. Au contraire, si tu veux un État démocratique, il faut qu'il soit juif. Si tu veux un État juif, il faut qu'il soit démocratique. Naturellement, bien entendu, il y a laisser les deux, ça va ensemble. C'est le pôle démocratique et le pôle juif face au pôle progressiste. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas seulement un combat qui est une lutte qui est menée en Israël. Mais lorsque vous entendez un des professeurs, et ça il faut le savoir, un des professeurs, un des historiens et aussi un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est peut-être un des plus populaires dans le monde entier, qui est israélien, qui enseigne à 2 pas d'ici. Il faut l'écouter. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je veux juste vous amener une citation. Une citation. Toutes les nations... regarde. Toutes les nations d'âme, neshama, d'esprit, de libre arbitre, tout ça est fini. C'est fini. Les humains sont des animaux. Attendez, non, vous avez raté le plus intéressant avec votre mot. Les humains sont des animaux piratables. Pirater, vous savez ce qu'on pirate les ordinateurs, les programmes, les humains, hackable, piratable. C'est-à-dire que on est des robots. C'est le retour du positivisme, mais c'est plus du Auguste Comte, 19e siècle. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'intelligence collective qui doit gouverner l'humanité. Qui doit être, ce n'est pas Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, il dit. C'est ce qu'il dit. C'est pas pour rien que je vous ai dit, on parle de la tour de Babel. Mais c'est fantastique parce que c'est hyper intéressant. Waouh, c'est intéressant. Vous lisez sur la tour de Babel, et ensuite vous ouvrez un YouTube avec Klaus Schwab du Forum économique mondial de Davos, ouais. Et comment il s'appelle? Et Yuval Noah Harari. Et vous voyez la même histoire. Il a dit, on n'a pas besoin du Dieu qui est au-dessus des nuages. On a besoin des nuages. À quoi il fait référence? Le cloud. Le cloud, c'est-à-dire, vous avez... Et c'est pour ça que c'est très important. Maintenant, C'est quoi les clouds? les nuages informatiques. Le nuage informatique. Maintenant, la question, c'est pas
Bon, identité, c'est bien choisi comme sujet, mais moi j'aurais préféré peut-être parler de la vache folle, ou de Star, l'homme chané. Non. Mais là, il faut comprendre que l'identité, aujourd'hui, c'est le cœur de tout. Parce que c'est soit vous vous donnez une identité, soit Google, Facebook, Forum, Corporation Internationale, Twitter, ils sont là pour vous en donner une. Ils vont vous redéfinir en tant que faisant partie de tel ou tel homme ou femme, non. Vous allez devenir des parents 1, parents 2, interchangeables, vous avez, etc., etc. C'est-à-dire, ils vont, si vous n'êtes pas là à penser, à bâtir votre identité, vous, vos enfants, vos petits-enfants, eh bien, le monde qu'ils rencontrent, il leur donne une identité à part entière. Il ne leur donne pas seulement des récréations, des amusements, des films, du passe-temps, des loisirs et compagnie. Non, des activités ludiques. Non. Il lui donne une identité à part entière. Il lui donne des catégories de pensée, comment il faut voir le monde, comment il faut voir les gens. Qu'est-ce qu'il faut voir dans le monde et qu'est-ce qu'il ne faut pas voir. Et si vous ne voyez pas comme il faut, vous êtes puni de peine de prison. En Angleterre, au Canada, si vous reconnaissez pas le droit au mariage homosexuel, vous êtes passible d'amende et de peine de prison. Ça passe plus. Je ne sais pas, moi, j'ai Brave New World, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, je l'ai lu, j'avais 15-16 ans. Khaverim, il faut relire ces livres. Il faut relire Orwell, il faut relire Huxley, il faut relire ces livres. C'est des livres sans lesquels on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'irréel devient réel. Et le monde du réel devient irréel. Les gens passent plus de temps avec leur masque, certains où ils ont un monde tout à fait irréel, virtuel qu'ils passent. Ils ont là-bas, ils peuvent acheter là-bas des chaussures, ils peuvent acheter là-bas, ils dépensent de l'argent, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants. Et la femme qu'ils auront là-bas, ou le mari qu'ils auront là-bas, ils seront plus réels que celles qu'ils ont ici. Oh, faut pas mettre dans le charme, c'est machin irotse. Vous comprenez? Maintenant, nous, on n'est pas conscient, moi non plus, je ne suis pas conscient, mais on le sent le venir non, maintenant. On le sent. Quand est-ce que tu peux rien faire? Quand la réalité, quand ton identité, elle est réelle. Quand tu as une réponse. Quand tu ne te laisses pas pirater. Ouais. Si tu ne te laisses pas pirater, on ne te pirate pas. Pardon? Oui, aussi. Bien sûr qu'on mobilise tout ça. Bien sûr qu'on mobilise tout ça. Maintenant, si tu ne te laisses pas pirater, personne ne pourra te pirater. Ni l'école, ni les médias, Ni tous les écrans. ni les écrans. Ils ne pourront pas te pirater si tu es conscient. Il faut être sûr. Si tu ne laisses pas ce discours s'emparer de ton Shulchan Shabbat, de ta Kehila. Et quand on commence par exemple à parler de Kehila Talatabim, la communauté des hommes. Quelle communauté? Pourquoi tu parles de communauté? Ils se connaissent, ils sont ensemble, mais ils se détestent. Les 4 catégories qui sont là, elles étaient en guerre. Pourquoi est-ce que tu emploies le terme de communauté pour quelque chose qui n'a rien d'une communauté? Je sais ce que c'est une communauté. Une communauté, ça, un ensemble. Il
il y a des liens qui nous lient, des liens économiques, des liens spirituels, des liens de temps passé ensemble, de valeurs communes, d'identité commune. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Cloum. Cloum, pourquoi tu appelles ça une communauté? Vous comprenez? C'est-à-dire, on laisse pirater nos langages, nos termes, etc. Et sans comprendre. Sans comprendre. Donc là, il y a... Ce qu'il y a à faire, c'est très simple. Regardez avec Yuval Dayan. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait, mais elle a piraté toute la visite de Biden en Israël. C'est vrai. Je ne le dis pas par blague, elle a piraté. Pourquoi? Parce qu'elle a été... Parce que... Elle a assumé. Parce qu'elle a révélé l'essentiel. Parce que toutes ces personnes, les postmodernes, les Schwabistan et compagnie, les Harari, etc., ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils sont loin d'être bêtes. Et ils savent que la majorité de personnes, l'écrasante majorité certainement du peuple juif, il sait quelle est la valeur de la tradition. Il sait que seule la tradition peut nous donner des idéaux pour survivre ici et pour prospérer. Seule la tradition peut nous donner la volonté, les liens et l'aide mutuelle et la revoute, la solidarité et l'entraide pour prospérer ici. Que les droits individuels, c'est uniquement des droits. Et qu'il n'y a s'il n'y a personne pour exercer les obligations, alors personne ne va, pour finir, les droits ne vont pas être... C'est l'anarchie. Pour finir, c'est l'anarchie. Pour finir, c'est l'anarchie. Et le défi, il est grand, mais on voit que c'est très simple. Ce qu'a fait Yuval Dayan, c'est pas chaud, mais c'est très simple. Quand tu es convaincu de ton identité, et quand tu fais de l'identité l'essentiel, eh bien c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle ne voulait pas faire beaucoup de bruit. Elle ne voulait pas faire du tarara. Tout simplement, c'est ma valeur, c'est ma nation, je sais comment me conduire, je me ne laisse pas éblouir par les projecteurs. C'est comme ça que je me conduis. Finita la comédie, oui. On ne peut pas penser que... Qui va penser qu'elle ne va pas tenir la main? Peut-être qu'elle n'aime pas Biden. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Bien sûr qu'elle l'a dit. Elle les a prévenus. Elle les a prévenus et elle l'a dit. Je le fais par respect de mon identité. L'identité, c'est pas quelque chose. L'identité, c'est l'essentiel de ce que nous sommes. Mais elle a chanté devant des hommes, elle n'a pas fait... Et là, on commence à faire des pilpoulim de Beit Midrash. Slicha, zeshtouyot, comme personne ne le comprend. Zeshtouyot, il faut voir quel est le message qu'elle passe. Il y a des personnes qui sont là, moi je me cache. Elle ne s'est pas cachée, elle a levé très haut l'étendard de la tradition juive, et c'est ce qui a été vu. C'est ce qui a été vu parce qu'on était là avec un marbesh, avec un, comment dire marbesh, ce tracteur qui écrase tout. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Et elle, une petite femme, avec beaucoup de cheveux, mais très modeste. Je vous serre pas la main. Non, pas parce que je vous respecte, mais vous respectez. Point de vue de ma tradition, c'est ne pas vous serrer la main. Et qu'est-ce qu'elle a éveillé chez Biden? Du respect. L'admiration. Du respect et de l'admiration. Et ça, il faut le savoir. Qui était très critique?
Notre gauche. Il y a ceux qui ont honte de leur identité, qui voient leur identité en tant que l'Est, en tant que mishkolet, en tant qu'entrave à leur universalisme. Au contraire, je vous donne un autre exemple. Je voulais donner un exemple qui va dans le même sens. J'ai un cousin qui sortait de l'école, tout juste de l'école, et il cherchait son premier emploi. Attendez, je vous donne ça, comme ça on va vous entendre. Un cousin qui sortait de son école, de Subdeco, il cherchait son premier emploi. Il était donc tout jeune. Il avait rendez-vous avec le chef du personnel d'une grosse entreprise un vendredi. Et il a attendu, l'autre était très en retard, il a finalement reçu à 5h moins le quart. Et il a dit, j'ai un quart d'heure à vous donner, je ne peux pas davantage, je suis juif pratiquant, je dois retourner à la maison avant Shabbat. Eh bien, il a eu cet emploi à cause de ça. Ils ont pensé, si un garçon aussi jeune, ça affirme ses valeurs de telle façon, c'est qu'il en a. Mais, le combat qu'on a à mener, nous, en quoi il est spécifique? Parce qu'apparemment, toute l'humanité a ce même combat. Exactement, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est pas notre combat propre. On dit, c'est qu'en Israël comme ça. Non. En Israël, on se porte encore, on est dans un meilleur état que partout ailleurs dans le monde occidental. Sur énormément de points, pas seulement au niveau de la natalité, nombre d'enfants, mais aussi au niveau culturel, au niveau identité, etc., etc. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce combat, ce n'est pas seulement dans notre petit coin du monde. Non, c'est un combat dont va résulter ce qui va en sortir du combat au niveau mondial. Quel? La guerre des 6 jours, c'était entre l'URSS, les États-Unis, confrontation, l'URSS avait un peu d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que je crois comprendre, mais je ne suis pas sûre de ce que je pose comme question. Les Russes ont libéré énormément, ils ont beaucoup favorisé l'allia des Juifs russes en Israël. Mais également, est-ce qu'ils n'auraient pas envoyé également en Israël des Russes qui ne sont pas juifs, d'accord, qui ont grandi, qui se sont développés en Israël, parce qu'il y a énormément d'Israéliens qui vivent en Israël, qui ne se disent pas juifs, qui ont peut-être des ascendances russes, je ne suis pas très sûre de ce que je pense. Donc, est-ce que quelque part, cette population que l'URSS a envoyée en Israël parce qu'ils ne se considèrent pas tout à fait vaincus des confrontations, est-ce qu'ils n'ont pas quelque part pollué Oh là, oh là, oh là là, je m'insurge contre ce terme. Deux réponses. Les Russes n'ont envoyé personne, première chose. Ils n'ont envoyé personne. Pourquoi dire qu'ils ont été envoyés alors qu'ils sont eux-mêmes partis? Première chose, les Russes n'ont envoyé personne. Les Juifs sont partis. Moi, je suis parti. Ma femme, elle est partie. Personne ne l'a envoyé. Arrêtez le paternalisme qu'on nous a envoyé. Personne ne nous a envoyé, on est parti. Première chose. Deuxième chose, s'il y a dans le monde européen une partie qui est anti-progressiste, Ce sont les Russes. Eh bien les Russes. Exactement. C'est les Russes. Donc maintenant, s'il y a problème, et si vous trouvez des apôtres du progressivisme, eh bien vous y trouverez peut-être quelques ressortissants de Russie. D'ailleurs, ils seront pour la plupart des Juifs et pas des Russes. Croyez-moi, je connais ce problème un peu mieux que beaucoup. Un peu mieux que beaucoup. Et au contraire, ce seront des Juifs et ils le font en tant que membres du public éclairé israélien. Et si on veut s'attacher, encore une fois, essayer de répondre à ce problème par des termes comme le Erev Rav qui est venu, etc., eh bien,
la brioute, mais c'est une bonne esquive. Ça va en rien nous aider véritablement à résoudre le problème. Au contraire, encore nous enfoncer un peu plus la tête dans le sable. On dit faire avancer le chemin. Il y a une idée qui sur les deux États palestiniens. Et ça a été des débats de 30-40 ans, enfin, qui continuent avec la gauche. Et voilà comment vous voyez ce historique, politique. Aujourd'hui, la question est comment situer ça dans le contexte droite-gauche. Eh bien ça, il faut comprendre que la droite n'est plus la droite et la gauche n'est plus la gauche. Et que la discussion, elle n'est plus au niveau de socialisme, capitalisme, elle n'est plus au niveau de Judée-Samarie, Ken Ityashvut, Lo Ityashvut. Non, c'est quelque chose de tout à fait différent. Tout à fait différent. Et là, il faut comprendre que l'ancienne gauche, aujourd'hui, c'est nos alliés. La gauche de Mapai, c'est nos alliés. Et il faut le savoir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient pour l'État démocratique, s'ils sont encore pour l'État démocratique tel qu'on le comprend, pour que le peuple juif, eh bien, il ait son mot à dire, eh bien, ils sont pour le peuple juif. Et nous aussi, on est peuple juif. Et la nouvelle gauche, ou la gauche progressiviste, aujourd'hui, eh bien, c'est une gauche qui est antidémocratique, antinationale, anti-religieuse, anti-identitaire, c'est-à-dire que tous ceux qui sont pour l'identité, qu'ils soient datiim ou chilonim, qu'ils soient traditionnels, etc., nous sommes dans le même bateau. Dans le même camp. Cette nouvelle gauche. Qui c'est ce bateau? Mais qu'est-ce qui reste du Mapai? Alors qui est cette nouvelle gauche? Je préfère laisser cette question pendante. Pourquoi? Parce que sinon, ça va rendre le débat d'idées, ça va le fossiliser. Ça va pourquoi? Pourquoi? Parce que ça change. Parce que je ne peux pas dire de manière univoque au sujet du parti de Gantz. Je peux dire que le parti de la petite fille du docteur Kastner, eh bien, c'est un parti progressiviste dopé de stéroïdes. Et c'est elle qui change la langue, etc., etc. Mais les autres partis, ils sont en ébullition. On ne peut pas mettre de côté, mais de boycotter. Bon, ça, ces juifs, ils sont perdus pour le peuple juif. L'onachon. Mais pourquoi rappeler que c'est la petite fille du docteur Kastner? C'est une femme en tant que telle. Pourquoi rappeler son elle est... ou son arrière-grand-mère? Oui, mais elle est avoda. Parce que sa conduite, elle rappelle la conduite de son grand-père. Comment elle s'appelle déjà? Qui c'est là Michael. Voilà. Michaeli, non? Elle est avoda. Maintenant, Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais terminer. On est à une époque Charnière, non? On est à une époque dont on ne se rend pas compte de combien elle est importante, vu que, pour une simple raison, qu'il y a une abondance folle qui, rend nos sens éthiques et moraux beaucoup plus obtus. Pourquoi? Parce qu'on est tous préoccupés par notre mashkanta, parce qu'on est tous préoccupés beaucoup plus par notre état économique et matériel. Pourquoi? Parce que c'est l'abondance. Mais en dessous de cela, ce qui se passe, il y a des exemples que je ne voulais pas donner, parce que c'est des exemples qui, pour moi, ils m'ont levé le sommeil pendant quelques jours, de ce qui se passe, de quel peut être le résultat, chas v'shalom, d'un effacement d'identité. D'un effacement d'identité en Israël, à quoi ça peut amener? À quelle catastrophe invraisemblable à tous les niveaux ça peut amener. Et naturellement au niveau mondial. Donc là, il faut s'en rendre compte.
Et c'est pour cela que il faut prendre en charge notre identité. Et le Mashiach. Et il va venir quand on va s'en prendre, qu'on va lui préparer le terrain au niveau identitaire. Le Mashiach, ce n'est pas un court-circuit. Là, mamash là. Et si c'est comme ça, alors on n'a rien compris au Mashiach. Rien compris. Et c'est pour ça que on doit prendre en charge notre identité. Parce que contrairement à la pyramide de Maslow, qui dit que des besoins de l'homme, qui au niveau d'abord c'est les besoins physiologiques, ensuite c'est sécurité, etc., etc. Non, chez nous, c'est tout d'abord besoin identitaire. Parce que si tu n'as pas d'identité, ouais, j'ai plus faim, j'en ai rien à faire. Qui lo la lechem givado, levado yichye adam. Comment on entame le livre de Dvarim, c'est là-bas. Qui al kol motza pi Hashem yichye adam. On vit de la volonté, de la parole de Kadosh Baruch Hu qui nous donne sens, qui nous donne vecteur, qui nous donne direction, etc., etc. Comprenez? Et donc là, il y a une petite histoire d'un des chanteurs qui lui aussi s'appelle Aviv Alouche. Je ne sais pas si vous avez vu un petit enregistrement. Je vous invite à le voir, un truc fantastique. Aviv Alouche, qui fait la chose suivante, qui dit la chose suivante. Il est là et il appelle au téléphone, il s'enregistre, il appelle quelqu'un au téléphone. Shalom. Charles Daber, Imam Israël. Je peux parler au peuple juif. Alors la voix lui répond, il dort. Il dort. Je peux lui passer quelque chose, je lui passe un message, et lui, de manière tellement anodine, il dit Ken, chez Torer. Oui, qu'il se réveille. Haverim, Haverot. C'est le programme. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Mamash. Le fait que vous êtes ici, ça veut dire que ça importe. Mais il y a encore une chose qu'on doit comprendre. C'est que nous ne sommes pas des pions. C'est que aujourd'hui, le monde redevient un véritablement. C'est pas pour rien que toutes ces forces que j'ai citées, que je ne peux pas reciter, qu'ils se réveillent. Parce qu'il y a une unité. Mais maintenant, dans cette unité, il faut redonner la place au chef d'orchestre, à celui qui a écrit les partitures, et donner la place à chacun des instruments pour que ce ne soit pas une cacophonie assourdissante, mais quelque chose de digne, d'harmonieux, Harmon Hashem, Mamash. Et ça dépend de chacun. Parce que ce qui se passe ici, ça a un rayonnement, on ne s'en rend même pas compte. Et je ne parle pas en tant que mystique. Et Kohelet. Ken Maïto. C'est pas une réponse. Hein? C'est pas une réponse. Kohelet là? Kohelet, Ken, c'est qui là? Ken, Makela, Nachon. C'est hors la goïne, quoi. Ken. Mais c'est tout d'abord hors l'anus, c'est-à-dire donner premièrement, je ne suis pas un homo economicus et pas je suis un homo identicus. Je suis fait de mon identité, je suis fait de l'être, je suis fait de sens, je suis fait d'appartenance. Et c'est ça la base de tout le reste.